C'est un honneur, Henri, de vous avoir, Sax, de vous avoir, et c'est un honneur d'avoir une de vos œuvres ici. Merci très chaleureusement pour ce que vous avez fait pour nous. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravi de parler devant vous, c'est un honneur. Et donc je vais vous présenter un petit peu mon parcours, mes influences tout d'abord, et ensuite comment j'en suis arrivé à faire du street art, et plus généralement même de la peinture en général. Alors on va pas avancer à droite, voilà. Alors ça, je vais faire des bonds dans le temps, ça va être assez rapide au niveau de mes influences, mais ça va vous permettre de cerner un petit peu ce qui m'a construit en tant qu'artiste et les endroits où j'ai pu aller chercher mes influences. Donc ça a commencé il y a 36 000 ans, dans la grotte Chauvet. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est une des plus anciennes grottes ornées du monde. Elle a été découverte en 1994 par Jean-Marie Chauvet. Et elle est en Ardèche, donc pas très loin de ma région natale, qui est la Drôme. Et en fait, cette grotte abrite un extraordinaire bestiaire de centaines d'animaux, aux alentours de 430 animaux différents, qui sont dessinés sur le vif, sur les parois de la grotte. Alors, on y voit aussi bien des félins, comme vous pouvez voir sur cette image, mais aussi des rhinocéros, des ours et un hibou. Mais il y en a plein d'autres, il y a des chevaux aussi. Et en fait, tous ces dessins témoignent d'une grande maîtrise technique, déjà il y a 36 000 ans, de certaines techniques comme la peinture, la gravure, et également la perspective et le relief, parce que nos ancêtres utilisaient les parois des murs pour donner du relief à leur figure. Donc ça fait déjà un petit écho vers le street art aujourd'hui qui s'attache à peindre sur les murs. Et tout ça en utilisant des matériaux 100% naturels, des pigments minéraux d'ocre ou encore du charbon. Alors on peut se poser la question, pourquoi des animaux ? Il faut savoir que les Homo sapiens, donc nos ancêtres, étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils piègent, ils chassent des animaux pour se nourrir et ils les observent aussi. Donc à partir de là, ils ont commencé à représenter sur les parois des scènes qu'ils avaient en mémoire. On soupçonne aussi que c'était un moyen de communiquer certaines techniques de chasse. Ça, on le voit notamment dans la grotte de Lascaux. Et c'était aussi ça avait une grande signification religieuse. Les sorciers communiquaient dans cette grotte au travers avec les esprits. Et en fait, il y a quelque chose d'assez intriguant, c'est qu'au fond de la grotte, on trouve une figure anthropomorphe qui mélange l'homme et l'animal. Et c'est vraiment sur un stalactite, c'est vraiment une figure isolée, c'est la seule qu'il y a dans la grotte. Et il s'agit en fait d'un homme à tête de bison. On interprète ça comme un sorcier parce que ça se rapproche de certains déguisements ou masques de chamans sibériens aujourd'hui. Il y a un autre endroit dans le monde et à une certaine période qui a accordé une grande importance aux animaux et à la figure anthropomorphe mélangeant l'homme et l'animal, c'est en Égypte antique. Donc on fait un bond en moins 3000 avant Jésus-Christ. Là, l'animal avait un rôle très significatif dans la religion et on le repère notamment au travers des hiéroglyphes où vous pouvez le voir sur l'image. Il y a beaucoup de représentations d'animaux, que ce soit des oiseaux, que ce soit des fois des serpents. Et en fait, les Égyptiens s'attachaient à représenter des objets de leur vie quotidienne. C'était des plantes, des objets divers et des animaux. Encore aujourd'hui, ces animaux renvoient à des significations très précises. Et c'est un héritage culturel qui est parvenu jusqu'à nous parce qu'on remarque encore que, notamment les chats, sont toujours vénérés. Alors les Égyptiens représentent ce qui les entoure à leur époque. Il faut savoir qu'il y avait une faune très diversifiée à laquelle ils accordaient une grande importance et ça a nourri leur imaginaire et leurs croyances religieuses. Donc l'écriture, à partir de là, est révélatrice de ces pratiques religieuses. Et je vais vous donner un exemple un peu plus concret. Anubis, je pense que vous connaissez tous ce dieu de la mort et de la momification. Un homme à tête de chacal. Le chacal, je pense que vous savez ce que c'est un chien sauvage noir. Et en fait, ils ont choisi de le symboliser sous la forme de ce dieu, parce que le chacal, c'est un animal qui avait tendance à déjà rôder dans le désert, mais surtout autour des tombeaux à l'époque. Donc voilà pourquoi ils en ont fait une figure de la mort et de la momification.
Une grande influence pour moi aussi, ça a été la peinture et l'art en général du côté de la Chine. Alors la Chine, c'est une des civilisations les plus anciennes au monde. Et dès la préhistoire, on remarque des figures comme vous pouvez voir sur cette image. Ce sont des pétroglyphes qui ont environ 12 000 ans, gravés ou peints sur la roche et qui représentent déjà des animaux. Alors, certains pétroglyphes ont des figures un peu énigmatiques, ce qui nourrit encore aujourd'hui certaines théories, comme quoi éventuellement les extraterrestres étaient aussi par là à cette période. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc l'art chinois, petit à petit, s'est fondé sur plusieurs aspects, et principalement sur ce qu'on appelle 3 perfections, la peinture, la poésie et la calligraphie. Ce sont des domaines qui sont étroitement liés tout le long jusqu'à aujourd'hui en fait. Et il évolue en fonction des différentes dynasties impériales. Il évolue également sur les supports. Traditionnellement, on peignait sur de la soie. Et puis progressivement, à partir de 200 avant Jésus-Christ, on est allé sur du papier, ce qui a ouvert des nouvelles pratiques, ce qui permettait d'aller beaucoup plus vite et surtout de pouvoir en faire plus parce que le papier était moins onéreux que la soie. Et petit à petit, les artistes de cette époque se sont divisés en 2 catégories. Il y avait les artistes académiques de l'Académie impériale des beaux-arts, qui prônaient, eux, un réalisme fondé sur une étude minutieuse de la nature, et qui s'opposaient à la peinture des lettrés. Les lettrés qui sont des intellectuels qui ont été chassés de certains régimes et qui se réfugiaient le plus souvent dans des monastères ou à la campagne, en tout cas. Et en fait, eux, ils cherchaient une représentation plus expressive, avec profondeur et simplicité, afin de saisir simplement, à travers de quelques traits de pinceau, l'essence des sujets. Ça a un nom, ça s'appelle la peinture Xiyi. Alors, je m'excuse pour la prononciation des quelques noms chinois que je vais dire là, mais je ne parle pas chinois. Donc, en fait, ils visent à amener plus d'émotions et de sentiments dans leurs œuvres. Et je vais vous donner quelques exemples, dont celui-là, c'est Chuta, qui, lui, était justement un de ces moines qui s'est réfugié en montagne et qui maîtrise un style académique à la fois, mais qui, petit à petit, est allé justement vers cette recherche de l'essentiel. On saisit l'essence de ces oiseaux avec juste quelques traits de pinceau. On a aussi Kibaishi, qui lui était un contemporain de Picasso, donc au XXe siècle. Kibaishi, lui, qui s'est attaché à représenter beaucoup la nature, les animaux qui l'entouraient, du petit insecte jusqu'à la chauve-souris, etc. On a Zhang Daqiang, qui lui, au XIXe, faisait des paysages très expressifs à l'encre de Chine. Et en fait, le paysage en Chine, c'est toute une histoire, c'est-à-dire que ça a une longue tradition. Et c'est basé sur des recompositions mentales, c'est-à-dire que la plupart des paysages que vous pouvez voir dans ce style-là et qui sont de la peinture chinoise sont en fait plutôt imaginaires. Ils se basent sur des éléments naturalistes qui ont été observés directement et qui ont été ensuite reconstitués pour créer ces illustrations, ces peintures à l'encre. Et en fait, là aussi, c'est pour mettre en avant les sensations procurées par le paysage. Donc on ne s'attache pas simplement sur une juste représentation de ce qu'on voit, ça va bien au-delà de ça. Quelqu'un de plus connu, Hokusai. Alors là, on arrive vers le Japon, on est au XVIIIe siècle. Lui, il a fait les 36 vues du mont Fuji. Là, vous avez la grande vague et on voit le mont Fuji au fond qui se dessine. Il a fait ça, ce sont des estampes, et déjà, il s'attachait à représenter les différentes saisons. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup inspirer certains artistes en Occident, dont Monsieur Turner, lui qui est plutôt de la période fin 18e, début 19e. C'est un peintre anglais qu'on surnommait le maître de la lumière. Alors là, ce que vous voyez, c'est un train qui est en train de sortir de la brume sur son pont. Lui, il travaillait à l'aquarelle principalement, et il faisait aussi des peintures sur toile, et son objectif, c'était, comme en Chine, de saisir surtout l'ambiance, le mouvement. Il allait même jusqu'à s'accrocher sur le mât d'un bateau en pleine tempête pour essayer de vraiment visualiser le tourment qui s'abat devant lui. Et c'est assez impressionnant, en fait, les peintures qu'il a pu donner. Je vous invite à vous y pencher si ça vous intéresse. Et ce monsieur a beaucoup inspiré Claude Monet. Claude Monet, dont vous pouvez voir les nymphéas à l'Orangerie, à Paris. Je pense que vous en avez déjà entendu parler.
Et lui, il est issu du mouvement de l'impressionnisme suite à l'invention de la photo. On s'est là aussi attaché à représenter le réel dans ce que ça évoque, plus que dans ce qu'on voit, à travers de petites touches de lumière, de couleurs, pour essayer de cerner une ambiance, un mouvement, quelque chose qui va au-delà. Et on en arrive à des gens comme moi qui se sont dit, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites déjà, mais qui recommencent à peindre sur les murs, et notamment des petits colibris comme vous pouvez voir là. Alors ça, c'est une des premiers collages que j'ai fait. J'ai commencé le street art en 2019, dans Paris, et je me suis dit, je vais essayer de mettre en avant les espèces en voie de disparition, les espèces animales, et essayer de porter un regard différent sur la nature, essayer de l'embellir, d'attirer l'attention sur des petites choses qu'on ne voit pas forcément au quotidien. Donc j'ai fait un animal par semaine que je peignais sur du papier, que je découpais, et que j'allais ensuite coller, je vais vous dire, coller en vandale, sachant que le collage est beaucoup plus toléré dans la rue que la peinture à la bombe. Si jamais ça vous dit de vous le lancer un jour, vous le saurez. Et donc ça a donné le colibri. J'ai fait des fois des chauves-souris, comme vous pouvez le voir là, ou encore un crocodile. C'était plein d'animaux, un animal différent par semaine pendant toute l'année 2019. Et avec beaucoup de tags, de graffitis à l'intérieur. C'était presque sous la forme d'un calligramme, c'est-à-dire qu'on y voyait l'animal à première vue, on se rapprochait. On avait aussi toutes les couleurs qui nous tapaient à l'œil, parce que des fois, vous avez vu la taille du colibri, ça faisait à peu près cette taille, donc c'était quand même assez petit, il fallait le repérer, en passant par hasard dans la rue. Et plus on s'approche, plus on lit des mots, plus on s'interroge, plus on se demande ce que cet animal fait là. Et ça nous ouvre à quelque chose qui était plus ou moins inattendu dans la rue. Petit à petit, ça m'a ouvert les portes des galeries, de faire du street art comme ça, un peu intensément. Et à ce moment-là, par rapport à ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, vous pouvez voir des similitudes, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé l'encre et l'aquarelle sur papier. Là aussi, en représentant des animaux dans un style qu'on peut dire éclaboussé, mais très inspiré du style Xieyi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un éléphant, un lion, mais j'en ai fait plein, et j'ai commencé à exposer comme ça en galerie avec ce genre de format, de support, pour petit à petit me décliner sur des formats plus imposants et un nouveau support qui était la toile. Là, vous avez un gorille avec là aussi beaucoup de graffiti, toujours des petits mots, toujours des petits détails. On observe déjà un travail de l'œil un peu plus affiné, mais c'était vraiment essayer de capturer l'essence, la force, la puissance de ces animaux. Et puis, le regard, ce qui se passe à travers leurs yeux. Si vous regardez bien, et vous pourrez le voir sur le colibri que je vous ai fait cette semaine, on observe un paysage. Certains y voient des arbres, certains y voient le paysage qu'il y a autour. Parfois un paysage désolé, c'est-à-dire que les arbres n'ont pas beaucoup de feuilles. Et j'ai fini par me focaliser sur cette idée-là, essayer d'avoir plusieurs niveaux de lecture dans mon travail, et aussi toujours plus grand. Là, vous avez une baleine qui a été réalisée et qui est encore visible pour l'instant. Ça fait 14 mois qu'elle est dans le 13e, à côté ça s'appelle le Spot 13, à côté de François Mitterrand. Et ça, c'est ma plus grande fresque sur un mur que j'ai réalisé à l'heure actuelle. Et là aussi, vous pouvez le voir directement, c'est essayer de cerner le mouvement de l'animal. On n'est pas dans une représentation très fidèle de la réalité, parce que certes, les baleines, on l'appelle baleine bleue, mais elle n'est pas forcément aussi bleue que celle-là. Elle n'a pas forcément des points orange. Mais voilà, c'est une manière d'aborder le sujet comme ça. Et j'ai aussi participé à des expositions que depuis 2019. On a fini par m'appeler aussi à des festivals, comme celui-ci, Colors Festival, organisé par Combo, qui vous a fait une fresque ici et une conférence. Combo qui nous a proposé de réinvestir des immeubles abandonnés en plein cœur de Paris, le quartier de Saint-Germain. Et donc là, j'ai vraiment voulu travailler sur une scénographie immersive à travers la figure du renard, et plus précisément du kitsune. Kitsune, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un yokai du folklore japonais, donc on en revient encore une fois aux références que j'ai pu vous donner au début. Kitsune qui est un yokai, un esprit un peu malicieux, qui grandit petit à petit et qui finit peut-être par se transformer en humain. Voilà, c'est dans le folklore de ce pays.
Et là, il est dans une cuisine, on a l'impression que la cuisine a un peu pris feu, un lieu abandonné. Il faut savoir que la cuisine était impeccable au début. C'est moi qui l'ai toute patinée pour essayer de cerner cette ambiance. Donc vraiment donner un côté immersif à l'œuvre. Et le Colors Festival 2023, qui pour le moment est fermé, mais où j'ai réalisé encore une œuvre immersive, une coccinelle. Vous pouvez apprécier un peu les dimensions par rapport à moi à côté. En fait, l'objectif de cette œuvre, c'était d'inverser, de mettre en avant, de mettre l'homme à l'échelle de l'insecte et la coccinelle beaucoup plus grande, ses gouttes. Essayer de questionner à ce sujet-là pour qu'on porte là encore un regard différent, qu'on voit les petites choses du quotidien qu'on croise. Alors il y a les coccinelles, mais tous les insectes, c'est très important dans la vie en général, sur la planète. Ils sont là, on ne les voit pas, mais ils sont là et ils contribuent à tout un écosystème qu'il faut essayer de préserver. Alors, ensuite, cette œuvre-là, c'était une exposition que j'ai réalisée en début d'année à l'église de la Madeleine. Là aussi, on est plus sur quelque chose de symbolique, un peu à l'idée du renard que j'ai pu vous faire avant, le kitsune. On est sur un phénix. C'était une exposition sur les 4 éléments réalisée dans la crypte de l'église de la Madeleine avec la galerie Roussard. Et on a accueilli une exposition qui a duré 6 jours, mais qui a quand même accueilli 15 000 personnes. Donc à partir de là, c'est que le message a son écho, fait son bout de chemin, et je pense que ça arrive à toucher les gens, aussi bien par le côté un peu spectaculaire des œuvres et les dimensions, mais aussi par le message et ce qu'on y voit à travers, essayer d'interpeller. Et aujourd'hui, je m'attache à réaliser des fresques encore plus avec cette démarche de préservation de l'environnement, de porter un regard sur la nature, c'est-à-dire que je réalise des fresques au sol, en pleine nature, uniquement avec des matériaux naturels. Un peu comme l'ont fait les Homo sapiens dans la grotte Chauvet, c'est réalisé avec des ocres et du charbon uniquement, c'est-à-dire que c'est des œuvres très éphémères qui disparaissent à la première pluie, qui sont réalisées au sol, qui ont une taille assez imposante. Celui-ci fait 8 mètres. Il a été réalisé dans le Gard. Si vous voulez voir un peu plus, vous avez toutes les informations sur mon site et les vidéos, mon site internet henriblache.com. Et ça, je l'ai réalisé il y a le mois dernier, mois d'août, des Loutres, au bord de la Drôme, dans ma région natale. La fresque fait 16 mètres de long, là aussi réalisée uniquement avec des matériaux naturels et biodégradables. Et là, c'était essayer de mettre en avant un animal qu'on ne soupçonnait pas forcément dans cette rivière, mais la loutre, qui est pourtant présente et qui a été observée il y a quelques années. C'est encore un animal qui revient timidement parce qu'il a beaucoup été chassé pour sa fourrure. Mais voilà, et ça a effectivement interpellé beaucoup de monde, parce qu'après on a été relayé par plusieurs médias, et du coup les gens ont pris conscience quand même que les loutres, on les voit sur Instagram, on les voit partout, mais on en a aussi parfois à côté de chez nous. Je vous montre la vidéo de la réalisation de la fresque, ce sera plus parlant, et je vous remercie encore de votre écoute.
Merci beaucoup. Et a priori, c'est fini pour moi. On me voit en photo à côté du colibri. Je peux en toucher un petit mot? Oui, c'est ça. Pourquoi ce colibri? Le colibri, c'est un symbole d'espoir, d'optimisme, d'avenir. C'est également Pierre Rabhi qui nous contait une petite histoire, ou en tout cas une légende amérindienne qui parle du colibri qui fait sa part, qui va éteindre un incendie avec ses toutes petites gouttes. Et on lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Et il lui dit, parce que je fais ma part, même si l'autre lui dit que c'est inutile, mais en tout cas, il essaye d'éteindre l'incendie, et voilà, c'est le partage. Et en fait, ça veut dire aussi qu'ensemble, on peut tout changer. Voilà. Merci beaucoup, Henri, pour tout cela. Pour faire un lien avec ce que tu disais, juste à cette place-là, avant son décès, Pierre Rabhi avait raconté cette histoire, puisque Pierre Rabhi avait été un invité de l'Imagination Week. Donc il avait raconté l'histoire du colibri. Donc cette transition est parfaitement opportune. Merci beaucoup, Henri. Je propose qu'on applaudisse une nouvelle fois Henri pour cette production.